Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, félicitations du président à son homologue égyptien pour la fête nationale d'Égypte. Toujours dans l'actualité nationale, des performances inédites redéfinissent les normes portuaires. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 37 millions d'électeurs se rendent aux urnes en Espagne. Eh bien, je vous ai dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a adressé aujourd'hui un télégramme de félicitations à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Je forme le vœu davantage de bien-être, de développement et de prospérité à l'ensemble du peuple frère d'Égypte, a écrit le président Guelleh dans le message envoyé à M. Abdel Fattah al-Sisi. Le peuple, le gouvernement de Djibouti s'est joigné à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur égyptienne, a noté le chef de l'État dans le même document. Puissance démographique et culturelle, la République d'Arabe d'Égypte force l'estime à travers son mérite continu de conférer à la nation arabe tout entière une source intarissable de rayonnement, a par ailleurs souligné le président Guelleh, réitérant ses meilleurs vœux à tous les Égyptiens et à toutes les Égyptiennes. Autre actualité nationale, en marge des activités de la deuxième journée de l'Egypte Mining Forum 2023, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a rencontré le ministre égyptien des pétroles et des ressources minérales, M. Tarek Al-Molla. D'emblée, le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, M. Al-Molla, a remercié le ministre égyptien d'avoir répondu à son invitation et de sa participation à la deuxième édition du forum sur les mines au Caire, en Égypte. Le ministre Younis Ali Guedi a remercié à son tour son homologue pour son invitation et l'a félicité par la même occasion du bon déroulement des travaux de ce forum minier. Il a également souligné la volonté du gouvernement égyptien de faire du vecteur minier un vecteur de développement économique et social. En outre, le ministre a sollicité de mettre en place les bases d'une coopération solide dans le domaine des mines et du pétrole afin de bénéficier de l'expertise égyptienne. Le ministre Younis Ali Guedi a également invité son homologue égyptien à se rendre à Djibouti pour s'informer sur les opportunités de coopération entre nos deux pays. Le ministre égyptien El Molla a indiqué qu'il devait disposer à préparer un nouveau protocole d'accord entre les deux ministères dans le domaine des mines et du pétrole. Retour à Djibouti, où je vous ai dans le titre, le Doralé Multipurpose Port a établi un nouveau standard dans le domaine du déchargement des marchandises en vrac en réalisant un exploit sans précédent. Le département des opérations du port a effectué vendredi dernier un déchargement record de 20 000 tonnes métriques, marquant ainsi une première pour l'établissement. Cette prouesse témoigne de la persévérance et de la compétence, de la compétitivité, du professionnalisme exceptionnel des employés du DMP. Dirigé par le directeur général Jamal Ibrahim Darar, le port de DMP s'est imposé comme un fleuron de l'économie djiboutienne, grâce à ses infrastructures de déchargement de dernière génération qui lui permettent de décharger les navires à une vitesse époustouflante de 3000 tonnes par heure. Le port se distingue également par ses lignes d'ensachage spécialement conçues pour les grains, les engrais, facilitant ainsi le processus de chargement des marchandises. En effet, ce partenariat fructueux entre Djibouti et l'Éthiopie a été un facteur de clé de la hausse en productivité portuaire. Environ 300 camions de marchandises en vrac, incluant des grains et des engrais, sont livrés chaque jour à destination de l'Éthiopie. Ainsi, pour optimiser le transport, un train a acheminé chaque voyage un déchargement équivalent de 74 camions, permettant ainsi un flux continu et rapide des marchandises vers l'Éthiopie par les voies ferroviaires. La délégation éthiopienne a témoigné de son admiration envers le professionnalisme exemplaire. De son côté, le directeur général du DMP s'est félicité des résultats exceptionnels. De son côté, le directeur général du DMP s'est félicité des résultats exceptionnels obtenus, a tenu à adresser ses félicitations aux cadres et aux employés du port pour la contribution de ses performances remarquables dans le déchargement du marchandise des vracs. Le succès du Doralé Multipurpose Port a grandement contribué à la renommée de la région, même du continent africain, et les réalisations impressionnantes du port, a-t-il dit, en matière de productivité et de rapidité du déchargement ont attiré l'attention des acteurs économiques de la région. Il a ainsi dit rappelé consolide ainsi la position de Djibouti en tant que pivot essentiel du commerce maritime en Afrique.
Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi la protection civile de Djibouti qui a entrepris des exercices de simulation de lutte contre l'incendie au marché Riyad de la capitale. Cet exercice de simulation s'inscrit dans le cadre du montée de chaleur record avec le Khamsin favorable pour l'incendie. Comme dans le reste du monde, Djibouti connaît durant cette période d'été une augmentation spectaculaire de la température qui frôle les 40 et les 43 degrés selon le service de la météorologie. Chaque semaine, la protection civile est confrontée à des incendies d'ampleur dans la banlieue de Balbala de Djibouti, ville difficile à maîtriser à cause de cette forte chaleur. Les conséquences sociales de cet incendie sont énormes pour la population qui perd maison, biens suivant avec ces derniers. L'objectif de cet exercice de simulation contre l'incendie permet à la protection civile d'affiner les techniques de leur stratégie de coordination dans la mobilisation contre le feu. Des civilisations entre au marché Riyad. La plupart du temps, nous recevons vraiment des faits à l'intérieur des marchés Riyad. C'est un endroit vraiment, il n'y a pas d'accès. Il y a des véhicules éthiopiens, il y a des véhicules civils, il y a le Badou, il y a tout le monde. Il n'y a pas l'accès pour l'entrée des véhicules de fait. Pour ça, nous avons établi, c'est un établissement récevant public. Pour ça, nous avons fait un exercice de simulation. Nous avons engagé le moyen matériel et le moyen humain. Ces derniers temps, il fait chaud, il y a beaucoup d'incendies. Il y a beaucoup d'incendies à cause des chaleurs, à cause des faits électriques. Il y a beaucoup de causes. Pour éviter ça, nous avons fait un exercice de civilisation sans informer la population. Nous avons fait avec la police. Il y avait la police qui assurait la sécurité, le cordon de sécurité, et la protection civile qui a fait l'évacuation des... Eh bien, en cette période de canicule, les régions côtières sont durement touchées par le Khamsin, un vent chaud, sec, qui souffle du désert, provoquant des vagues agitées en mer. Eh bien, cette situation rend l'exercice de la pêche extrêmement difficile pour les pêcheurs de la région. Les conséquences de ces conditions climatiques sont nombreuses et impactent à la fois les pêcheurs et les consommateurs du poisson. Notre équipe s'est rendue ce matin du côté de la pêcherie locale pour recueillir les réactions des acteurs concernés. Madame Nimran Aden a également connu sous le surnom de Macho et commissionnaire pour la vente des poissons dans la région. Elle nous a expliqué en détail la situation actuelle et ses conséquences sur l'activité des pêcheurs, de la disponibilité des poissons. Selon elle, Madame Nimran Aden, les pêcheurs sont actuellement confrontés à des défis considérables. Les vagues agitées et imprévisibles en mer rendent la sortie en bateau dangereuse et périlleuse. De nombreux pêcheurs préfèrent donc rester à quai car leur sécurité est primordiale. Cela entraîne, a-t-elle dit, une baisse significative de l'approvisionnement en poissons frais, rendant la pêche difficilement rentable. En conséquence, les poissons sont devenus moins accessibles. Pour Mme Nimraden, les autres commerçants des poissons de la région, les quantités disponibles sur le marché sont réduites et les prix augmentent en raison de la rareté de l'offre. Pour les consommateurs, cela signifie également une difficulté accrue à se procurer les poissons frais à des prix abordables. Pour Mme Maaden, exprimer sa préoccupation quant à l'impact de long terme de cette canicule et du Khamsin, pêche locale. Si tel événement climatique extrême se devrait reproduire fréquemment, cela pourrait mettre en péril la subsistance même des pêcheurs et des personnes travaillant dans l'industrie de la pêche. Aujourd'hui, la canicule du Khamsin a des conséquences dévastatrices sur la pêche, la disponibilité des poissons dans la région. Les pêcheurs font face à des conditions dangereuses en mer, ce qui réduit l'approvisionnement en poissons frais sur le marché. Les répercussions économiques en ces événements climatiques extrêmes sont importantes et il est essentiel de réfléchir à des solutions durables pour soutenir cette activité vitale pour les communautés côtières. Direction le sud, où le préfet de la région d'Ali Sébié, M. Abdelmalik Mohamed Banoïta, accompagné de sa préfète adjointe, Mme Sida Ouaberi Assoé, du doyen des députés, Abdi Khairbouh, des jeunes députés, Hassan Omar Absi et Felsen Abdillah Miguel, du vice-président par intérim du conseil régional, M. Nouh Saïd Geldon, du directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sébié, Dr Ahmed Warsama,
Abraham Medankidani, ainsi que des personnalités civiles et militaires continuent sa tournée de contact avec les populations des localités de la région d'Ali Sebieh. Il s'est rendu tôt dans la localité frontalière de Guélilé, dans la localité rurale de Doub Alalé, sachant que le préfet, en tant que représentant de l'État, joue un rôle essentiel dans l'établissement d'une relation étroite entre les institutions étatiques et les communautés locales. Au cours de ses visites, le préfet est, comme dans son tournée de prise de contact, a à chaque fois mis en évidence son engagement envers le développement local. Arrivé tout d'abord à Guélilé, le préfet et les membres de sa délégation ont été accueillis par le chef de village, le chef de la police du poste frontalier de la police nationale, les responsables de la brigade des douanes et par la population locale avec enthousiasme. À peine accueillis, les visiteurs de marque ont fait immersion dans les bureaux des visas de la police, dans le bureau des chefs brigadiers des douaniers et dans le bureau de contrôle du vaccin contre la fièvre jaune du ministère de la Santé publique. Eh bien, dans chaque entité visitée, le préfet et accompagnateurs ont pu discuter avec les employés des bureaux des moyens de procession de leur mission, des difficultés rentrées. Peu après, le chef de la préfecture, du vice-président du conseil régional et du président par intérim, les députés ont dialogué avec les porte-voix des habitants de Guélilé. Au cours de cette rencontre, les échanges cordiaux et les discussions frontales ont permis au préfet de mieux comprendre les besoins et les aspirations des communautés locales. Avant de quitter Guélilé, le préfet a pris le temps de visiter le site de contrôle du Covid-19, 6 à quelques encablures de la sortie de la ligne frontalière avec l'Éthiopie voisine. Sur place, il a pu constater de visu les efforts déployés par les professionnels du ministère de la Santé dans la lutte contre la pandémie. Le préfet a salué le travail acharné du personnel médical et a exprimé sa reconnaissance pour le dévouement envers la santé publique. En sa qualité et colocalité frontalière, le convoi du préfet a mis cap vers la zone rurale de Doub Alalé, située de la part de la route numéro 1, tout proche de Grand Bara, il y a une dizaine de kilomètres du chef-lieu. À cet endroit, l'accueil du préfet et des accompagnateurs a été chaleureux et populaire, comme tout autre lieu visité. Au micro, les porte-voix des habitants du secteur ont fait savoir au préfet que leur localité est naissante et qu'elle a besoin d'un soutien particulier, constant, pour devenir un village. Le préfet a écouté attentivement les préoccupations des citoyens. C'est quoi? Il a répondu qu'il a compris leur message. Il les a informés que la portion de route allant à Doub Alalé jusqu'au chef-lieu sera refaite complètement et que les travaux débuteront le courant de la deuxième moitié du mois de juillet. Dans ses réponses aux doléances populaires, les représentants du pouvoir public a été très clair dans la mesure du possible. Il a aussi promis de faire remonter les doléances capitales aux autorités compétentes. Une chose est sûre, l'engagement affiché du préfet envers le développement local renforcera contrairement et certainement la confiance des habitants envers les institutions publiques. À l'issue de ces pourparlers de proximité avec les habitants du secteur, le représentant de la Fédération de football dans la région d'Ali Sebieh, M. Hoche, a remis des équipements sportifs complets de football aux équipes des jeunes Doub Alalé. Les leaders de celles-ci ont exprimé leur joie et leur reconnaissance et ont souligné l'importance de la pratique des activités sportives d'équipe permettant de souder la jeune locale. Cette action favorisera, ont-ils dit, la cohésion sociale, mais encouragera également le jeune à s'engager dans les activités saines et constructives. On reste toujours à Ali Sebieh où, dans le cadre des relations Djibouti-Somalie, une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et d'investissement somalien, M. Mahmoud Abdelrahman Cheikh, séjourne à Djibouti. Eh bien, hier, dans la journée du 22 juillet, la délégation s'est rendue à Ali Sebieh où ils ont effectué une visite de courtoisie au conseil régional d'Ali Sebieh avec les responsables de la région. Cette cérémonie a vu la présence du conseil régional d'Ali Sebieh, le préfet adjoint, Mme Saïda Ouabri Assoui, les parlementaires, dont la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, plutôt, M. Omar Ahmed Ouaïs, Abdelrahman Awal Yassine, ainsi que le directeur général de la DDS. Les responsables de la région d'Ali Sebieh ont souhaité la bienvenue à la délégation somalienne conduite par le ministre de l'économie et des investissements, M. Mahmoud Abdelrahman Cheikh. Ensuite, la délégation somalienne et les responsables de la région d'Ali Sebieh, en compagnie du directeur général de la DDS, Mahdi Jama, ont visité les chantiers en cours. Il s'agit d'une série d'échoppes, puis une crèche ainsi qu'un laboratoire régional pour le bâtiment. Rappelons que ces projets sont tous exécutés par la DDS.
Eh bien, après le chef-lieu, la délégation s'est rendue dans la localité de Ali Adé, où un accueil grandiose a été réservé à la délégation somalienne par la population de Hôte. À leur arrivée, le sous-préfet Tchaban Daher et le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, des femmes de cette localité, ont accueilli la délégation. Rappelons ensuite la délégation somalienne conduite par le ministre de l'économie et des investissements se sont ainsi entretenus avec les réfugiés somaliens. Ces derniers ont tous exprimé leur nostalgie de leur pays natal en voyant ses frères. Le sous-préfet de Ali Adé et le chef du village ont souhaité la bienvenue à la délégation somalienne. teeradii waddanka iyo dhammaanteed shacib iyo dadweyneba dhammaanteed. Eh bien, en plus, le ministre somalien Mahmoud Abdurrahman Cheikh Farah a d'emblée remercié la population d'Ali Adé pour le chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Le ministre a exprimé sa satisfaction quant au niveau des relations fraternelles historiques entre les deux pays et les deux peuples frères, louant le rôle joué par la diplomatie djiboutienne dirigée par le président de la République, son Excellence Ismaël Margueli, dans la Corne de l'Afrique. Il a tenu à relayer la salutation chaleureuse du président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Cheikh Mahmoud. Il a annoncé à ses interlocuteurs qu'il est venu à Al Adé afin de s'enquérir de leurs conditions de vie. Poursuivant, il a rappelé que les pays sur le bon chemin de retrouver son honneur d'antan et que son économie se remet continuellement à la lutte contre le terrorisme. Al-Shabaab a permis de reconquérir des vastes territoires dans le centre du pays. Il a invité les populations hôtes à s'inscrire, leurs enfants à l'école et à ses enfants participeront à l'avenir aux efforts de reconstruction de notre nation, a-t-il enfin déclaré. En dernier, prenant la parole, le directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama, a remercié la population d'Ali Adé à l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a rappelé dans son intervention les différents projets réalisés dans le cadre du projet Réponse au développement au déplacement dans la Corne de l'Afrique d'Ali Adé. En poursuivant, il a indiqué que les femmes de la localité d'Ali Adé sont avancées par rapport à d'autres femmes des différentes localités en matière de gestion, de commerce, en groupe, par affinité. Il a affirmé dans son discours que chaque fois, on cite la localité d'Ali Adé comme un exemple pour d'autres régions où ces projets ont été lancés. Aujourd'hui, a-t-il rappelé, le directeur, ces femmes gèrent plus de 10 millions dans leur commerce, a-t-il déclaré. Enfin, le directeur général de l'ADS, Mahdi Mohamed Jama, a insisté de préserver cette continuité et de ne pas lâcher cette voie. Tout à fait autre chose, la 7e édition de la Foire internationale du livre de Hargeisa a débuté ce samedi, marquant le lancement d'un événement culturel majeur dans la région. La cérémonie d'ouverture s'est tenue au centre culturel de Hargeisa où les stands d'exposition ont été inaugurés en présence d'officiels, d'invités venus de 15 pays participants. Cette année, la Foire du livre a choisi comme thème central la résilience, mettant ainsi en avant la capacité des populations à surmonter les défis et à se relever face à l'adversité plutôt. Un choix de thème particulièrement pertinent, significatif pour la région qui souvent était confrontée à des défis socio-économiques et politiques. Le pays en l'honneur lors de la édition a été le Maroc, offrant ainsi une occasion unique de mettre en valeur la richesse de sa littérature, sa culturelle, ses traditions. Cela a permis également de favoriser les échanges culturels et littéraires entre les différents pays participants. Parmi les participants incontournables de cette foire du livre se trouve Djibouti, qui contribue avec une délégation impressionnante d'illustrés auteurs, éditeurs et artistes. L'objectif de cette foire présence est de promouvoir la culture et la littérature djiboutienne.
et les faire découvrir à un public plus large, à établir les liens avec d'autres acteurs du monde littéraire. Le grand stand réservé à Djibouti a été un véritable reflet de la diversité culturelle du pays. On y trouve une variété de livres allant des classiques aux œuvres contemporaines, des bons dessins animés, les dessins d'étoiles, des peintures ainsi que de nombreux autres articles artistiques et culturels. Cette exposition a permis aux visiteurs de plonger au cœur de la riche créativité de Djibouti et de mieux comprendre son identité culturelle. Au-delà de la simple exposition, la foire du livre d'Hargeisa a offert également un espace propice aux échanges, aux débats et aux rencontres entre les différents acteurs du monde du livre et de la culture. C'est une occasion pour les autres auteurs, éditeurs, artistes, autres professionnels du secteur de se connecter, de partager leurs idées, de discuter des défis et des opportunités de l'industrie littéraire dans la région. Rappelons qu'il convient de noter que cette foire internationale du livre d'Hargeisa s'affirme ainsi comme un événement culturel majeur contribuant à la promotion du livre et de la littérature de la région de l'Afrique. Écoutons-la. De représenter la République de Djibouti avec une vaste délégation d'artistes, de poètes, d'écrivains, d'illustrateurs. Donc d'être présent et de pouvoir participer à la 16e édition de ce salon du livre. Et pour moi, c'est beaucoup plus qu'un salon du livre, ce qui se passe à Hargeisa. Donc nous sommes venus sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture et nous avons aujourd'hui le bonheur de pouvoir représenter la République de Djibouti avec une panoplie non seulement de personnes qui représentent tous les, tous les arts, mais également et en particulier une artiste peintre qui est là et qui aura probablement l'occasion de se présenter au bar. Pour ma part, je représente les éditions Le Francolin qui maintenant, depuis quelques années, mettent en avant et promeuvent les écrivains djiboutiens, quelle que soit la langue dans laquelle ils écrivent. Nous avons aujourd'hui le bonheur donc, de mettre le focus sur le dernier ouvrage de l'ambassadeur Areta qui a exercé une quinzaine d'années au Japon. Mais nous avons aussi le bonheur et la particularité, je pense que nous sommes le seul stand à pouvoir présenter non seulement des ouvrages en langue somali qui viennent bien sûr de Hargeisa, mais qui viennent également de la Norvège, de la Suède, de l'Éthiopie. Nous avons également, et nous sommes les seuls, à pouvoir présenter des ouvrages en langue somali, en afar, en anglais, en arabe et bien sûr une partie de la production des éditions Le Francolin qu'on ne présente plus aujourd'hui. Et dans l'actualité internationale, régionale plutôt, le président kenyan William Ruto a rencontré ce samedi à Nairobi le plus haut responsable de la diplomatie chinoise, Wang Yi. Les deux parties s'engagent à renforcer la coopération bilatérale dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route. La Chine souhaite tisser une toile de route, des lignes de chemin de fer et des ports dans 105 pays pour fluidifier les échanges commerciaux entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. À Mombasa, sur le côte kenyan, la Chine finance la construction d'un nouveau terminal au sein du plus grand port d'Afrique de l'Est. La Chine a également prêté 5 milliards de dollars au Kenya pour la réalisation d'une ligne de train qui relie depuis 2017 la ville portuaire de Mombasa à celle de Naivasha, via la capitale Nairobi. Wang Yi a déclaré que la Chine est prête à travailler de concert avec le Kenya pour promouvoir la mise en œuvre de perspectives de paix et de développement dans la Corne de l'Afrique. Eh bien, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.